Thanks a lot to Giuseppe and Gail for inviting me to this very interesting meeting. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité à cette réunion. Ce lieu est extraordinaire. Je suis impressionnée par ce campus. Je n'ai jamais vu de tel campus consacré à l'éducation physique et à la performance dans le monde. Et j'ai été à Rome et à Londres, par exemple. Je voudrais vous parler de l'influence de l'entraînement de la force excentrique sur le développement de la force musculaire maximale et de la force explosive, ainsi que de la puissance musculaire. Nous avons entendu ces notions sur l'effet de cet entraînement. Je vais vous parler de la puissance musculaire. Sur votre écran, vous voyez des athlètes très puissants. Ils sont tous français. Vous pouvez en trouver dans le monde entier, mais bref, je voudrais vous parler de la définition de la puissance musculaire. Donc, c'est la relation entre le travail de contraction par unité de temps. Donc, on peut le mesurer quand on court, par exemple, pour une course rapide. Donc, on multiplie la distance Cette multiplication, en fait, est un déplacement. La manière dont on le comprend, c'est que l'on a un déplacement du corps dans une unité de temps, c'est-à-dire la vitesse. Ce que l'on arrive par avoir, c'est une puissance musculaire instantanée qui est le produit de la force et de la vitesse. Ce que je voudrais vous dire, c'est les effets des exercices de résistance qui ont deux composantes. Je voudrais vous parler de ces exercices qui sont très bons pour augmenter la force et la taille du muscle, mais cela augmente aussi la vitesse de contraction. Évidemment, il s'agit d'une spéculation, mais je voudrais vous l'expliquer. J'espère qu'on aura assez de temps. Donc, je voudrais vous parler de l'entraînement excentrique pour la production maximum de force, ainsi que des exercices de résistance pour entraîner la vitesse. Si on peut augmenter les deux aspects, on peut augmenter la puissance musculaire. Je voudrais me concentrer sur l'adaptation musculaire et les adaptations neuronales et les influences qu'ont ces deux adaptations sur la force et sur la rapidité. Premièrement, je vais vous parler de des adaptations neuronales pour augmenter la force musculaire maximale et vous montrer comment ceci a un effet sur la force maximale. Les contractions excentriques augmentent l'allongement du muscle et la contraction. Vous avez une flexion du genou qui augmente la contraction du quadriceps. Ceci entraîne un raccourcissement du muscle au cours du saut. Nous avons une préparation physique pour le saut et comment mesurer cette contraction sur le terrain. Le seul moyen serait d'utiliser un dynamomètre isocinétique. Comme vous le voyez ici, vous avez cet instrument qui permet de mesurer ce qui se passe quand la personne essaye d'interrompre le mouvement. On peut mesurer ainsi la force excentrique. Voici une contraction sur l'MEG, ce qui permet de mesurer ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Et vous voyez cette contraction concentrique
pour une personne qui n'est pas entraînée. Ce serait différent, évidemment, chez un athlète. Mais l'amplitude est différente entre les deux colonnes. C'est comme si on avait un mécanisme ouvert ou fermé. Nous essayons de quantifier l'amplitude de l'MEG selon les sujets, l'amplitude de l'activité neuromusculaire qui est à peu près 30% moindre par rapport à la contraction ECE plutôt que de la contraction concentrique. Donc il y a une inhibition pour les sujets non entraînés quand ils essayent de faire des contractions excentriques. Ceci a été étudié par le professeur Babo. Je pense qu'on va l'entendre demain. Vous voyez la technique de pincement, la différence selon la contraction excentrique et la contraction concentrique. Vous voyez, les conditions isométriques enregistrent une activation de 90%. Vous voyez la différence pour ce qui est des sujets non entraînés. Nous avons des techniques plus sophistiquées comme le réflexe d'Hoffmann. Monsieur Batang et Monsieur Duclé l'ont utilisé pour de très bonnes études pour stimuler le nerf périphérique, ce qui permet d'avoir une décharge dans la moelle épinière, ce qui permet de mesurer le réflexe H pour la contraction maximale. Quand vous voyez une réduction du réflexe H, ceci indique une situation altérée du circuit de la moelle épinière. C'est ce qu'ont montré ces chercheurs au cours de cette étude. Vous voyez les contractions excentriques et concentriques avec un effort maximal. L'amplitude est énormément réduite au cours de certaines contractions, ce qui nous montre qu'il y a une excitabilité des motoneurones dans la moelle épinière. Donc nous avons une augmentation de l'inhibition, ce qui entraîne une force excentrique qui est très faible sur les sujets non entraînés. Nous avons des études de TMS, de stimulation corticale, ce qui montre la différence. Que se passe-t-il dans les entraînements de force? Voici un exercice de résistance et ce qui nous montre un beau résultat. On peut le faire en réduisant l'inhibition. Nous avons une réduction d'à peu près 30% par rapport à une contraction concentrique. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a une contraction excentrique. L'inhibition disparaît en partie ou complètement avec une activation de 100% dans tous les types de contractions. Ceci est important pour enlever l'inhibition dans le système nerveux au cours de la contraction. Ceci augmente l'activité neuromotrice.
avec cette force excentrique très importante, est très importante parce que l'on peut permettre un mouvement plus rapide chez les athlètes. La flexion-extension se fait plus rapidement, ce qui augmente la puissance de l'action d'étirement du muscle. Ceci nous montre une contraction des muscles antagonistes, protégeant ainsi l'articulation, ce qui augmente la puissance des muscles antagonistes. On revient à Duclé et Matang dans une étude de 2007 qui utilise ce réflexe H et il montre la même chose, c'est-à-dire que la vitesse est réduite pendant la contraction. Je pense cette semaine d'entraînement force excentrique, nous avons des signaux qui augmentent pendant la contraction, des signaux dans le cerveau. Ils ont conclu que la force du muscle excentrique, après cet entraînement, entraîne une augmentation de la charge neuronale descendante, de la commande motrice descendante. Donc, cet effet est très important et très intéressant. C'est une manière d'obtenir une adaptation en réponse à l'entraînement excentrique dans votre athlète. Il y a aussi la question de la stimulation du tissu musculaire. La force peut être augmentée grâce à cette adaptation musculaire. Donc, augmenter l'hypertrophie musculaire est très utile à cette fin. Jacques a indiqué qu'il nous faut avoir cette hypertrophie qui ne peut pas être obtenue sans contraction, sans un entraînement de contraction. Nous pouvons avoir à peu près 80% de 1 IRM. Et avec l'IRM, vous voyez la différence sur le quadriceps, ce qui n'entraînerait pas énormément de différence pour un entraînement à la force conventionnelle, à peu près 3% d'augmentation. Seulement, avec cet appareil, pour les squats, vous pouvez obtenir une augmentation très marquée de plus de 10% après seulement 5 semaines d'entraînement. Normalement, il faudrait 3 ou 4 mois d'entraînement conventionnel pour avoir une telle augmentation de masse musculaire. Donc, c'est un changement important. Voici une autre étude de Wilkner et Gunderson d'Oslo qui utilise les contractions excentriques avec un entraînement par poids. Les charges sont plus importantes au cours de ces contractions et ce que l'on voit, excusez-moi, je vais parler plus lentement. Et malheureusement, on n'a donné que 20 minutes. Ce que vous voyez ici, c'est qu'avec les deux entraînements, excentrique et concentrique, vous voyez une différence peu marquée. Alors que si vous vous concentrez sur la force concentrique, vous voyez une augmentation importante. Mais avec l'entraînement excentrique, nous avons une différence plus importante que pour l'entraînement concentrique. Que se passe-t-il pour la taille des muscles? Voici des IRM du muscle.
avec 2 équipes d'entraînement. Pour ce qui est de l'entraînement concentrique, aucun changement de masse musculaire. Avec l'entraînement concentrique, nous voyons une différence. De nombreuses études ont montré que nous pouvons avoir une plus grande augmentation avec un entraînement excentrique plutôt qu'avec un entraînement concentrique ou conventionnel. Avec seulement quelques semaines, vous pouvez avoir une grosse différence grâce à l'entraînement excentrique. La charge musculaire excentrique stimule l'augmentation de la masse musculaire. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour 6 mois. Ça peut être que quelques semaines de temps en temps. Imaginez les problèmes pour les muscles si l'on ne se concentre pas sur les stratégies de restitution et de repos. Donc, ça ne doit être que quelques semaines de temps en temps. On peut en discuter plus tard. Enfin, je voudrais parler de l'entraînement excentrique pour augmenter la rapidité. Pas comme étant une conséquence de la force, mais en stimulant les sarcomères en série. Nous avons des milliers de sarcomères qui sont en série, connectés les uns aux autres. Donc, je vous propose que l'on pourrait les augmenter grâce à cet entraînement excentrique. Je vous propose donc cette idée qui est assez peu conventionnelle de renforcer, d'augmenter les sarcomères en série. Plus vous avez de sarcomères et plus la rapidité augmentera grâce à une fibre plus longue qui permet d'augmenter la rapidité. Avoir des fibres musculaires plus longues augmente la rapidité et la puissance. Est-ce que l'on peut augmenter la longueur des fibres musculaires? Il semble que ce soit le cas dans des expériences sur des animaux comme les rats et les lapins. C'est ce que nous montrent les différentes études, notamment une étude qui se concentre sur des entraînements excentriques d'animaux qui descendent sur un tapis roulant pendant une demi-heure par jour, par exemple. Donc, c'est un entraînement excentrique. Et l'on voit qu'il y a une addition, une augmentation des sarcomères en série, donc une plus grande quantité de fibres musculaires. Est-ce que ce sera la même chose pour les humains? Ce n'est pas forcément le même exercice qui sera nécessaire pour les humains. Mais nous avons 4 études qui montrent que chez les humains, avec un entraînement excentrique, on augmente la longueur des fascicules de la fibre musculaire. Nous avons une étude dont a parlé Jacques, qui montre la longueur des fascicules et qui montrerait peut-être que l'on augmente les sarcomères. Avec les échographies, on peut vérifier cette augmentation grâce à l'entraînement excentrique. Si c'est le cas, ceci nous emmènerait à une plus grande rapidité et à une plus grande puissance. Enfin, je voudrais vous montrer un modèle pour vous prouver que la fonction
système nerveux peut augmenter la masse des tissus musculaires et la puissance. Mais ceci peut se faire grâce à l'allongement des fibres musculaires. Comment réaliser cet objectif? Eh bien, on peut le montrer avec cette étude de Olivier Sienne et ses collaborateurs qui montre une augmentation de la longueur musculaire après 10 semaines d'entraînement excentrique et cet appareil. C'est une réaction très importante. Nous avons Hill qui nous a montré cette étude sur la force et la rapidité avec une courbe qui fait le lien entre la rapidité et la force. Voilà ce que vous avez si vous réduisez, si vous augmentez la vitesse de raccourcissement. Nous avons une augmentation de 10% en bleu et la ligne verte, c'est la préparation physique. Ça, c'est la puissance grande vitesse pour un coureur de sprint, par exemple. Ceci serait l'amplitude. L'augmentation serait à peu près de 10%. La puissance qui augmente de 10%. Mais si vous augmentez la vitesse, vous avez une augmentation de 42%, ce qui est énorme grâce à l'adaptation. Si vous pouvez augmenter la longueur des muscles. Donc, une augmentation de 10% des fibres, c'est la ligne bleue, vous avez une augmentation de presque 60% de la puissance. Il s'agit d'un effet d'adaptation énorme. Donc, une augmentation de puissance grâce à l'augmentation de la longueur de la fibre du muscle. Vous voyez donc que cet entraînement excentrique qui a un effet énorme sur la puissance concentrique maximale, sur la puissance excentrique maximale, ainsi que sur le développement peut-être du taux de la force. En tout cas, nous avons une augmentation de la puissance maximale. S'agissant du taux de développement de la force, on ne peut pas vraiment donner de réponse définitive. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Per. Je vous remercie, Père. Merci de cet exposé qui est un bon reflet, enfin un bon suivi de la présentation que nous venons d'avoir. Vous avez des questions dans la salle? Donc je vais commencer le bal. Père, je renouvelle mes remerciements pour cette présentation. Vous avez présenté de manière très complémentaire avec ce qu'a présenté Jacques Duchâteau les effets de l'entraînement excentrique. Vous avez donné beaucoup d'avantages. Je voudrais savoir, selon vous, quels sont les principaux inconvénients d'un tel type d'entraînement en termes d'adaptation ou de musculaire ou musculo-tendineux? So disadvantage? What are the main drawbacks of the training, the eccentric training, Sorry, according to you? The main problems? Yeah. The main problems is that you can have. Les problèmes principaux sont que on pourrait avoir des blessures dues à l'excès d'utilisation. Il y a trop de surcharge du muscle. On le verra cet après-midi ou demain, mais on sait que l'entraînement excentrique est très bon pour prévenir les blessures et aussi pour la réhabilitation en cas de blessure des tendons.
Donc, si on l'utilise correctement, ce type d'entraînement peut améliorer la résistance des tendons et des muscles. Je pense que si l'on fait ce genre d'entraînement pendant 2 ou 3 fois par semaine, si on le fait pendant 3 mois, ce serait effectivement trop pour les tissus. Je vous remercie. Quel est l'effet de cet exercice sur la rigidité des tendons? Nous avons vu dans l'étude dont je vous ai parlé, après 7 semaines d'excentrique, il y a une augmentation de la raideur du tendon. C'est la même chose que quand nous avons un entraînement conventionnel. C'est pourquoi nous pensons qu'il vaudrait mieux avoir un entraînement plus court et pour éviter la raideur du tendon. Quels sont les mécanismes? Ce seraient les mêmes que pour l'entraînement concentrique? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour la synthèse du collagène et sa stimulation. Ce que nous avons montré pour les tendinopathies, en utilisant des exercices excentriques, ça augmente le collagène. Pour des tendons sains dans le quadriceps, nous avons une augmentation du collagène, de synthèse de type 1 du collagène, et dans un tendon sain, ça aurait le même effet et peut-être plus. Dernière question. De nos traducteurs, je vais essayer de la faire en anglais et en français. Thanks a lot, Per, for the presentation. As you know, in sport activities, the main problem during eccentric contraction is to be able to dissipate energy during very fast actions. So what would be your opinion about how to improve this capacity? Because during isokinetic training, we cannot reach this kind of velocity. So what is your opinion? Ma question, je vais traduire en français. Ma question était de savoir, pendant les activités sportives, on réalise des contractions excentriques souvent très rapides, notamment lors de la course à pied. Et la problématique, les entraînements qu'a présenté Per Hagard concernaient surtout des entraînements réalisés sur ergomètre isocinétique. Donc quel est son avis sur le meilleur moyen à l'entraînement de développer cette capacité de l'unité muscle-tendon à encaisser des chocs très rapides? Thanks for this very relevant question, and it's very important because it's... C'est une question très importante. Ça nous montre combien le système nerveux humain est plastique et malléable. Quand vous avez un saut et que vous récupérez sur le sol, vous ne voulez pas dissiper l'énergie. Il faut la restaurer par le rebond. De cette manière, vous avez une force excentrique très élevée par ce rebondissement. Si vous restez sur le sol, vous avez une situation de dissipation. La même chose peut se produire sur le même athlète avec le réflexe H. On l'apprend avec énormément d'exercices, en s'entraînant avec de nombreux squats et des squats excentriques, ce qui entraîne une grande raideur et surtout un très bon rebondissement. Il faut aussi des exercices de pliométrie pour le rebondissement et parfois des exercices visant à dissiper l'énergie. Ceci concentre l'importance des fonctions CNS pour l'entraînement de résistance. Je vous remercie.